La route est longue, mais l'aventure est au bout. Si un aventurier c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Une étape de votre voyage est terminée, une autre commence. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Je vous assure, c'est vrai. Vous écoutez le podcast du Z, le podcast qui allie voyage et transition. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Z. Je suis Thomas et nous accueillons aujourd'hui Nicolas Honoré, ancien réceptif en Namibie et récemment parti à la retraite. Donc bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Et quel est ton parcours? Oui, bonjour à tous. Mon parcours, il a commencé, je dirais, quand j'avais 20 ans, en 1980, quand j'ai passé mon BTS de tourisme. Ensuite, j'étais stagiaire, j'ai commencé à travailler comme forfaitiste dans une société qui était spécialisée dans les congrès, qui s'appelait Points Cardinaux. Ensuite, en 85, j'ai commencé à être partenaire et associé dans une société qui était spécialisée dans les congrès médicaux, l'incentive, les voyages de relations publiques. En 90, on a créé Grandeur Nature. C'est un Théo spécialisé sur les voyages sur mesure en Afrique de l'Est, Afrique australe et l'océan Indien. Et en 96, alors on est passé de l'autre côté de la barrière, on est allé en Namibie, donc on a créé African Eagle en Namibie. Et voilà, on est parti un peu à l'aventure avec femmes et enfants. Mes filles avaient 4, 6 et 9 ans. Donc c'était un petit peu la grosse aventure. On est parti, on s'est lancé. On est arrivé sur la Namibie qui recevait à peu près 600 passagers français par an. Donc c'était tout petit, c'était vraiment les débuts. Donc on était un peu pionniers, quoi. Et puis tout ça, pour nous mener jusqu'à 2018 où nous avons vendu, Fort Bien nous a pris la société. Et puis on vient de terminer de travailler effectivement en août 2020. Voilà en gros un peu le parcours, quoi. Ok. Pourquoi tu avais choisi la Namibie avec ta famille? Quelles étaient les raisons en fait, du choix de ce pays? Alors la Namibie, d'abord on aimait l'Afrique, hein, donc avec Grandeur Nature on se baladait quand même pas mal déjà. Et l'Afrique australe c'était un petit peu les débuts. Et la Namibie c'est vraiment, ça restait un petit peu ce que c'est en fait. C'était la nature à l'état pur, vraiment le pays un peu neuf où il y a tout à faire, il y a un pari à prendre. On a décidé de le prendre. En plus, on aimait bien tout ce qui était nature. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes, il y a très peu de population. Donc, c'était un pari. Voilà. On a commencé comme ça. Et puis ça a démarré. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, hein, quand même, pour que ça parte. Et après, on a commencé à avoir des tours opérateurs comme Jet Tour, etc., qui nous ont mis dans les brochures. Puis ça a commencé à démarrer. Voilà. Et tu étais spécialisé surtout sur le sur-mesure ou finalement tu vendais un peu de tout Non, beaucoup de... Non, en fait, on était au début spécialisé vraiment... Enfin, Grandeur Nature, c'était sur mesure. Donc, on a un peu adapté. On s'est dit, on va faire sur le terrain ce qu'on recherche pour nos clients en tant que tour opérateur. Et en fait, au départ, il y avait un petit peu de tout. En fait, on a touché un petit peu à tout. On a fait du sur-mesure, on a fait de l'incentive, on a fait du self-drive. Et puis après, on a commencé à avoir des tours opérateurs qui nous ont pris pour des séries, quoi. Donc, on a vraiment touché un petit peu à tous les domaines. Et au moment où tu as vendu, enfin à l'apogée, on va dire, d'African Eagle Namibie, tu avais combien de salariés, de quelle taille avait ton équipe? Alors, on est monté gros, on est redescendu, on était à peu près une vingtaine entre l'équipe administrative, les guides, on avait pas mal de guides freelance à la fin, mais pas mal de gens aussi au workshop, parce qu'on avait nos véhicules, il y avait tout ça à mettre, à surveiller. Donc, on était à peu près une vingtaine. Au maximum une de vingtaine de l'activité. personnes, voilà. Et on tournait bien. Ok. Et dernièrement, comme tu disais, là, tu as vendu ton réceptif juste avant la crise, ce qu'on appelle avoir le nez.
Il faut toujours il y a- avoir une petite part de chance dans la vie. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a des réceptifs qui nous écoutent? Pas mal, je pense. Beaucoup sont intéressés sur ce sujet et se sont posé la question. Euh, Comment tu t'y es pris en fait, sans nous dévoiler forcément les détails financiers, mais comment était ta démarche, comment ça s'est fait, comment tu as valorisé ta société en fait? Bah, écoute, en fait, je pense que ça se prépare quand même un petit peu. Ça se prépare quelques années à l'avance. Donc déjà, dans l'idée, nous, on avait déjà un petit peu, on s'était posé la question avec ma femme. On s'était dit, bon, on va peut-être essayer de partir assez tôt, dès qu'on peut, pour pouvoir profiter. Donc l'échéance, c'était un petit peu les 60 ans, là, maintenant. Et puis, donc, préparer la société à ce qu'elle devienne, que ce soit une bonne entreprise qui fasse du chiffre d'affaires, qui fasse aussi des bénéfices, parce que la vente, c'est calculé souvent par rapport aux bénéfices sur un certain nombre d'années. Et puis, trouver le vendeur qui peut être intéressé. Alors, effectivement, moi, quand j'ai fait le... je me suis pas adressé à beaucoup de monde. Hein, j'ai pas dit, attendez, c'est ouvert, c'est en vente. Non, j'ai été voir des gens qui pouvaient être intéressés. Et j'ai été voir Paul Brickman, c'est le patron de Sense of Africa, ça fait partie du groupe Tour West, c'est une grosse boîte qui est spécialisée sur un marché qui était un marché assez anglophone allemand. Le marché français les intéressait. On se connaissait déjà depuis une vingtaine d'années, donc voilà, l'idée c'était de dire est-ce que potentiellement ça peut t'intéresser, voilà un petit peu. Et puis après on était un peu d'accord sur l'idée qu'on reste aussi pour faire un petit peu la transition. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. On s'est mis d'accord sur les chiffres, et puis voilà. Et donc, finalement, ta vente, Une elle s'est question faite. d'entente d'abord. Hein. Oui, il y a une question d'entente de confiance, j'imagine, puisque ça doit pas être simple d'évaluer le prix d'un réceptif. Bah, oui, donc ça se calcule. Alors il y a différentes méthodes, mais c'est surtout aussi le fait que bon, tu vois, c'est ton bébé qui s'en va, quoi. Eh oui. Donc il faut savoir. C'est comme si tu mariais tes enfants, je sais pas, moi, tu vois. Un peu ce style-là, quoi. Donc il faut faut qu'on s'entende bien avec les gens avec qui on le fait. Ok. Et donc du Et coup, moi, ça toi, s'est plutôt bien passé. et à la fin, enfin, je veux dire, du coup, ça s'est fait sur combien de temps? T'es resté combien de temps pour faire entre guillemets ce qu'on peut appeler la passation, quoi? Alors disons en gros, en 2017, donc il y a 3 ans, on a commencé à pourparler. Hein, ça s'est passé autour d'une bière. Ensuite, beaucoup de petites discussions un peu tous les mois, tous les 2 mois. On a commencé à échanger nos bilans et tout. Enfin, pour moi, donner mes bilans. Et puis, euh, et puis après, dans le deal, il fallait qu'on reste, Sophie et moi, pendant 2 ans. Euh, donc en fait, à partir de septembre 2018, on était vendu, mais on restait dans l'entreprise en tant que directeur jusqu'en fin août 2020. Alors bon, à partir de mars, ça a été un petit peu différent, mais à cause du Covid, mais sinon, voilà, c'était un petit peu l'idée comment ça se passait, quoi. Ok. Du coup, depuis que tu as vendu, depuis août, ce que tu me racontais juste avant, euh, c'est quoi tes plans pour la suite? Parce que j'imagine qu'on passe d'une vie trépidante de réceptif très dynamique à tout d'un coup, comment se passe la vie d'un retraité, d'un réceptif retraité? Ah, c'est difficile, hein, j'arrive même plus à avoir ni de samedi ni de dimanche. Non, en fait, le but de l'avant, c'était effectivement, comme je t'ai dit, c'était d'essayer de partir à 60 ans, de pouvoir un peu profiter. C'est vrai que quand tu as passé toute ta vie professionnelle en essayant de partir euh, maximum 3 semaines, un mois, parce que c'est pas facile de quitter son entreprise comme ça. Enfin, à l'époque, c'était moins évident non plus, il y avait moins de moyens, c'était moins facile. Donc là, l'idée, c'était de se dire, bon, attends, maintenant, on est libre. Nous, on a toujours adoré voyager, on a toujours voyagé beaucoup pendant toute notre vie, quoi. Donc là, l'idée, c'était de dire, bah voilà, on y va un petit peu plus à fond. Donc, c'était vraiment pour l'histoire de profiter, d'avoir le temps de faire des voyages et de plus avoir de responsabilités, je dirais, professionnelles. Euh, donc l'idée, c'est notre idée, c'est de partir voyage en Namibie, dans les pays alentours. On a d'ailleurs équipé une voiture pour ça, hein, donc là, on part, tu vois,
samedi, on part voiture avec la tente sur le toit, tout équipé pour la piste. On va dans le Kaokoland et la Skelton Coast. Donc voilà, on est en 100% autonome, ça c'est sympa. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir un peu voyager en France et puis de voyager dans les autres continents. Hein. On est dans l'Asie, on est dans l'Amérique du Sud, on ne connaît pas assez. Donc voilà, tout est lié toujours par rapport au voyage. Devenir des voyageurs. Redevenir un vrai voyageur, quoi. Arrêter de vendre des voyages et Voilà. devenir toi-même le voyageur. Voilà, on va essayer de... Sans te faire offense, tu as une sacrée expérience, pour pas dire pour pas dire autre chose. Et du coup, quelle évolution t'as constaté toi sur le... C'est pas facile comme question, mais quelle évolution t'as constaté sur les 20 dernières années sur le profil du voyageur, entre les voyageurs que tu recevais il y a 20 ans et les derniers voyageurs que tu as reçus. Est-ce que tu arrives à prendre du recul et à te dire, tiens, il y a eu ça a quand même beaucoup bougé et aujourd'hui le profil d'un voyageur c'est plus le même? Bon, déjà la destination. Hein. La destination, elle n'a pas tant bougé que ça parce que ça reste toujours une destination nature, faune, désert, etc. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas de touristes. Donc il a fallu, et nous, on n'était pas non plus on n'avait pas d'expérience tour opérateur, on avait une expérience enfin, tour opérateur réceptif, on n'avait pas, parce qu'en anglais on dit tour opérateur, donc, mais on était tour opérateur, on avait cette expérience-là, on s'adressait à des réceptifs, et donc là, après, il a fallu passer de l'autre côté. Donc il a fallu aussi créer, moi je me souviens, mon premier accueil à l'aéroport, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, enfin bon, je l'ai inventé un petit peu avec une carte, montrant les trucs, présenter un peu toutes les routes, le maximum de conseils et tout. On passait 2-3 heures avec les gens pour leur expliquer comment il fallait. Des fois, on leur apprenait même à les conduire un petit peu dans le sable et tout, tu vois. Donc, tout ça, on avait aussi en même temps des voyageurs qui découvraient la Namibie, qui se lançaient sur une destination un peu inconnue. Je dirais que le voyageur il était beaucoup moins méfiant et moins exigeant qu'il ne l'est maintenant, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, les gens, en fait, peut-être parce qu'ils ont peut-être eu aussi des mauvaises expériences, mais on acceptait la mésaventure, un peu comme faisait Nouvelle Frontière quand ils partaient avec leur guide, là, ils partaient un peu à l'aventure dès l'aéroport de Paris. Bon, ça se fait plus, ce genre de choses. Mais c'était aussi un voyageur où il y avait des échanges et tout. Donc c'est vrai que au début, c'était assez intéressant parce qu'il y avait une découverte à la fois les uns et les autres et vice-versa, tu vois. Il y avait une notion d'aventure qui était plus forte que maintenant, tu dirais. Que maintenant, il y a plus le voyage comme un acte de consommation, peut-être. Voilà, c'était moins un acte. Ouais, voilà, tout à fait. C'est moins un acte de consommation. Okay. Du coup, il y a aussi le fait d'une chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que l'arrivée d'Internet a quand même changé un petit peu les choses. Maintenant, le voyageur, il se renseigne, il regarde, il a accès à énormément d'informations. Alors que le tour opérateur en France n'en avait pas tant que ça, le réceptif devait donner l'information. Donc peut-être que ça a aussi un peu joué. Les gens disaient ah ouais, tu vois par exemple, je sais pas moi comment ça s'appelle ce truc là qui mince sur internet quand tu juges là, comment ça s'appelle TripAdvisor. TripAdvisor, voilà. Bon, TripAdvisor c'est bien et c'est pas bien quoi. Donc quand il y a un client qui me dit ah ouais mais j'ai lu sur TripAdvisor ce truc là c'est pas bien. Je suis désolé, moi je suis passé 8 jours avant, c'est un truc qui est super, il a peut-être pas plu au gars qui voyageait. Donc tu vois, c'est une information, mais c'est pas toujours vrai non plus. Et nous, on a quand même, on a la sensibilité de pouvoir dire, on a l'expertise terrain, donc voilà, il y a un petit peu les deux, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que question pas facile, avec tout ce que tu as vu comme évolution, etc., et le recul que tu peux prendre, qu'est-ce que tu imagines comment va être, sans rien dévoiler, ta fille travaille aussi dans le tourisme, elle a aussi un réceptif en Namibie. Comment t'imagines, toi, le futur du voyage? Comment t'imagines que ce sera dans 15-20 ans?
Euh, C'est pas facile. euh, Non, ce que je pense, c'est que en fait, le voyageur va de plus en plus s'informer avant, va de plus en plus avoir l'accès à toutes les informations. Tu peux même déjà faire ton voyage pratiquement avec un casque virtuel. Euh, Ce que je pense, c'est que effectivement, les gens qui vont continuer, les prestataires sur place, les réceptifs qui vont accompagner le voyageur dans la préparation, dans ce genre de choses, et qui le feront euh, avec différents critères, il y a encore de l'avenir, si tu veux. Ce qui va peut-être être plus gênant, ça va être pour les tour opérateurs en France qui viennent. Il va y avoir moins d'intermédiaires, je pense. Euh, mais l'information telle qu'on la prend sur Internet, ben, ça m'inspire pas non plus tout le temps confiance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Ouais. Je sais pas si je m'exprime. Si, je vois, c'est que Voilà, donc je je pense pense que qu'il y a les gens vont quand même revenir de l'avenir pour, dans ce qu'on fait, quoi. Parce que toi, Même si en ce moment, oui, en ce moment, c'est difficile d'imaginer ce qui va se passer, mais voilà, si on peut pas prendre les critères dans ce moment, c'est pas notre, ouais. voilà, c'est pas. Du coup, bah là, on vit une crise que je pense que tu n'avais jamais vécue non plus. Euh, Ouais. quelque chose d'assez fou. Euh, c'est quoi ta vision, tu penses, de la reprise? Quand est-ce que tu imagines une reprise, en tout cas en Namibie, quoi? Comment tu vois les choses? Parce que tu me disais tout à l'heure, vous avez eu des clients, pas mal de clients en décembre. Comment tu imagines Bah, alors, ce que je pense, le problème, c'est que déjà, c'est un peu le problème qui existe depuis mars, c'est qu'en fait, on se dit toujours, ça va aller mieux, on fait des échéances, on essaye de projeter, c'est difficile de projeter. Je pense que maintenant, on a un petit peu plus d'espoir de voir des choses un peu plus s'affiner avec le vaccin, euh, parce qu'effectivement, on va se taper probablement une troisième crise. Mais je pense que le vaccin va commencer à débloquer un peu la situation d'une manière internationale. C'est ce qu'il faut espérer d'ailleurs, et qui nous donne le droit de voyager, quoi. Donc la reprise, elle va se faire. Pour moi, ça va être une reprise plutôt douce dans un premier temps, parce que les gens, il va falloir qu'ils se sécurisent un petit peu, que ce soit sécurisant pour tout le monde, même au niveau assurance, au niveau voyage, au niveau transport, au niveau sanitaire. Euh, et après, je pense que ça va repartir, parce que les gens, le nombre de gens qui ont envie de voyager, quand tu parles avec n'importe qui en France ou n'importe où, les gens disent ah ouais, qu'est-ce que je voudrais repartir, quoi. Donc, euh, donc ça va repartir. Après, je ne sais pas quelle mesure, mais je pense que dans les 6 mois à venir, on va avoir une situation qui va se débloquer, quoi. J'espère. Et, et est-ce que tu crois on entend beaucoup parler là en ce moment on voit plein de sujets autour du voyage de demain, du fait que le voyageur va changer sa manière de voyager, etc. Est-ce que tu crois aussi, par exemple, que les opérateurs en Namibie vont changer leur manière de vendre des voyages, etc. Ou est-ce que tu penses que finalement ça va revenir comme avant? Euh, je pense que si tu veux, par exemple, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse retrouver un petit peu ce climat du voyageur en Namibie d'il y a 10-15 ans, quoi. Donc, qu'on élimine un petit peu tout ce qui est grosse cavalerie et tout, qu'on retombe sur des, des voyages un petit peu plus personnalisés, enfin, ce qui existe, hein, d'ailleurs. Euh, maintenant, Maintenant, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de changements, parce que nous, c'était déjà très aventure, hein, ce qu'on faisait. Donc, euh, il y avait déjà, enfin, il y avait une grosse partie aventure, ou alors des voyages très luxueux, mais toujours très aventure. Sur la Namibie, ça va pas se poser, c'est pas quand même une destination de masse, mais, euh, mais je pense il y aura un peu plus accès. On crisait à la fin, par exemple, pour t'expliquer un petit peu, notre crise à la fin, c'était de trouver de la disponibilité pour mettre le voyageur dans l'hôtel qu'on lui avait proposé, tu vois, où on souhaitait l'envoyer. À la fin, c'était
c'était une crise parce qu'on n'arrivait jamais à avoir sur un déroulé de programme l'hôtel qu'on avait prévu. On disait aux gens, ah, ben, moi, il faut y prendre à l'avance. Et en fait, je pense que tout ça, ça va, ça va redevenir un petit peu comme avant. Et donc, j'aurais tendance à dire que les gens en profitent, de retrouver un petit peu notre tourisme quand on a commencé, tu vois. Trouver le sentiment d'aventure qu'il y avait un peu avant, quoi. Bah, disons qu'avoir plus de ne pas tomber sur un tourisme qui, à un moment, c'est le nombre de touristes qui bloquent pour faire des choses. Ouais, c'est un tourisme, c'est pas du tourisme de masse, mais c'est un peu dans l'esprit, quoi. Ouais. Ok. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, ta fille travaille dans le tourisme. Et il y a beaucoup de jeunes réceptifs là qui nous écoutent, soit qui sont gérants, soit qui ont envie de monter potentiellement un réceptif après, etc. Euh, Ce serait quoi les conseils de tonton Nico qui donnerait des conseils à... Quel conseil donnerait Nico au Nico qui a 20 ans et qui va monter son réceptif en Namibie? Avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? La Après, première chose, c'est quand même c'est l'expertise terrain. Hein. Il faut être bon sur le terrain, il faut savoir, il faut connaître son produit. Hein, ça, c'est primordial. Euh, Après, il faut être créatif, donc il faut essayer de trouver des choses qui vont te démarquer des autres. Euh, Ensuite, c'est avoir une structure qui te permet de, de bien vivre et de pas non plus devenir esclave de ta structure, de ton organisation. Donc, faut peut-être pas être trop gros finalement. Euh, mais ça, c'est un point de vue personnel. Hein. Après, c'est pas le point de vue de tout le monde. Et oui, puis se différencier des autres. Quoi. Je pense que la différence, les gens qui traiteront les clients, que ce soit n'importe quelle catégorie de clients, si on arrive à faire la différence, se différencier des autres, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, les prix, c'est toujours un peu les mêmes. Euh, c'est là où faut avoir la différence, et ça, tu le fais avec ton. Ok, merci. Comme tu nous disais tout à l'heure, en ce moment, tu voyages pas mal en Namibie. C'est quand et ton prochain départ et tu vas où? Là, je repars samedi, et là, je pars dans un endroit où je suis jamais allé. Et tu vas où du coup? Parce que la Skeleton Coast, c'est un endroit où un peu particulier, c'est une concession privée. Et donc là, on a mis ça en place avec des gens, et en fait, on part là-bas, c'est une découverte encore, c'est ça qui est génial. C'était Nicolas Honoré en direct de Namibie qui repart sur les routes qu'il affectionne tant. On le remercie encore. Vous pouvez le contacter dans le mail qui est joint à la description de son interview. À très bientôt. Merci à tous. C'était le podcast du Z. Bzzz.